professeur à l'EADMCOA, chargé d'enseignement de la matière économie monétaire et financière, S4. Mes chers étudiants, sabah al-khair. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore une fois pour vous présenter la suite du chapitre 2. Avant d'entamer cette suite, je voudrais faire un rappel. Lors de ma précédente intervention, j'ai précisé que l'étude de la politique monétaire nécessite de préciser dans un premier temps le cadre général dans lequel elle s'inscrit. J'ai alors mis en évidence le fait que l'on ne peut saisir la politique monétaire que si l'on détermine dans un premier temps qu'elle s'intègre dans le cadre de la politique économique. Politique économique qui s'est imposée suite à la crise de 1929, en ce sens que les mécanismes de sortie de crise ont nécessité un interventionnisme étatique. Interventionnisme au niveau des mécanismes de la production, de la consommation et de la protection sociale. Ces mécanismes ont permis une relance de l'activité économique et une sortie de la crise et permis la réalisation d'une croissance économique extrêmement importante pendant 30 années. À l'issue de ces 30 années, on a assisté à un relatif essoufflement de la croissance vers les années 70, essoufflement qui a généré une remise en cause de l'interventionnisme public et un renouveau d'un courant libéral initié par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Nous avons alors précisé que ce renouveau a donné lieu à une croissance économique, à des résultats économiques certes positifs, mais des résultats sociaux négatifs. Et avons conclu que s'imposait alors un retour à un État plus présent, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Ce retour de l'État en matière d'interventionnisme s'impose d'autant plus que nous vivons actuellement une crise extrêmement grave. Une crise dont les conséquences économiques et sociales pourraient être catastrophiques. Il y a lieu donc de voir ce que l'on peut faire face à cette crise. Il y a lieu de réfléchir sur les moyens qui nous permettraient non pas de lutter uniquement contre la crise, parce que nous sommes en train de le faire, mais surtout de réfléchir à l'après-crise, au type de politique, au type de moyens à mettre en œuvre pour essayer non pas uniquement de sortir de la crise, mais de s'inscrire dans le sentier de la croissance économique. Nous avons démontré et précisé que les composantes de la politique économique sont diverses. Politique budgétaire, politique des revenus, politique monétaire. Que faire? Pour quelle politique opter? Les choix n'ont de sens que par rapport à l'idée, à la conception, à l'explication des différentes phases du cycle économique. Phase caractérisée, et c'est un rappel, par la croissance, par la surchauffe, par la récession et la reprise. Nous avons précisé aussi que 4 objectifs majeurs constituent le carré magique défini par Kaldor. En fait, tout État se doit de suivre ou d'essayer du moins de réaliser ces objectifs qui sont au nombre de 4. Croissance économique, emploi,
lutte contre l'inflation et équilibre extérieur. Que prioriser? Comment y parvenir? Par quels moyens? Question extrêmement délicate, d'autant plus qu'on ne peut réaliser les 4 objectifs en même temps. Et c'est pour cela d'ailleurs que Nicolas Kaldor les qualifie des composantes du carré magique. On ne peut les réaliser en même temps. Plus que cela, la réalisation de l'un ou de 2 de ces objectifs peut impacter de façon négative la réalisation des autres objectifs. Il s'agit en fait de choix économiques, mais aussi d'un choix à connotation politique. Ce choix a indéniablement une incidence, et c'est une évidence, sur le social. Que faire? Si la critique est aisée, l'art est difficile. Si la critique est aisée, l'art est difficile. J'entends par cela que le choix en faveur de telle ou telle composante de la politique économique, ainsi que des moyens à mettre en œuvre, n'est pas toujours facile. Plus encore, il est délicat, très délicat, voire difficile. La délicatesse et la difficulté de ce choix résultent du fait que l'on doit se baser sur un certain nombre d'hypothèses aléatoires. Aléatoires tout simplement parce que l'incertitude est de mise. L'environnement national et international se caractérise par une incertitude. Mais prévoir, c'est guérir. Il y a lieu de déterminer plusieurs scénarios, tenant compte de plusieurs évolutions des variables à la base de ces choix. Des choix en matière budgétaire et monétaire. Des choix nécessitant la mise en œuvre non pas d'une politique budgétaire ou une politique monétaire, mais en fait d'une policy mix ou politique mixte, c'est-à-dire une politique économique combinant les principaux moyens et de la politique budgétaire et de la politique monétaire, et cela en fonction de la phase du cycle économique. Cela nécessite bien entendu une coordination des actions du gouvernement en charge de la politique budgétaire et de la Banque centrale en charge de la politique monétaire. Une coordination basée sur un relatif consensus à propos et des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Est-ce le cas au Maroc? Je ne le pense pas et le démontrerai par la suite. Il nous appartient alors, dans un premier temps, de préciser ce qu'est la politique budgétaire, ses objectifs, ainsi que ses moyens, de façon générale, et d'illustrer cela par quelques aspects de la politique budgétaire au Maroc. Dans un deuxième temps, nous aborderons la politique monétaire en adoptant le même cheminement. Définition de la politique budgétaire. La politique budgétaire est l'une des principaux instruments, moyens dont dispose l'État pour intervenir
dans les domaines économiques et sociaux lors l'une des phases du cycle économique, et ce, grâce au budget. Pour rappel, avant la crise de 1929, la défense, la sécurité et d'autres domaines étaient le fait de l'État grâce à la collecte des impôts. L'État n'assurait absolument pas la régulation économique. Nous avons précisé précédemment que c'est suite à cette crise que l'État s'est imposé comme régulateur de l'activité économique. Et ce, entre autres, à travers la politique budgétaire et plus précisément grâce à l'accroissement des dépenses publiques. Cette politique a pour objet, comme le précise Musgrave, d'assurer 3 fonctions. L'allocation optimale des ressources aux différents opérateurs économiques. 2, la redistribution des revenus. 3, la stabilisation de la conjoncture. Le processus de stabilisation de la conjoncture se différencie selon que l'on se trouve dans la phase de croissance, la phase de surchauffe, la phase de récession ou de reprise économique. De façon générale, elle peut se réaliser par une relance correspondant au go ou une rigueur correspondant au stop.